Bonjour à tous, il est 17h30. Je vous propose donc de démarrer notre webinaire sur la sécurité informatique dans une approche globale du risque. Notre webinaire durera de 17h30 jusqu'à 18h25, notre intervenant ayant une petite contrainte de dernière minute. Nous laisserons évidemment le temps également pour un échange. Donc, notre webinaire est animé par Monsieur Teti Ramanakasina, qui est formateur à VGS Formation et puis qui est également expert sécurité de l'information dans un Big Four. 4 grands points seront traités: les principales tendances en matière de menaces et de vulnérabilité, le passage de risque informatique au système d'information, tout ce qui est enjeu, identification, qualification et maîtrise des risques IT, et puis point numéro 4, les clés d'anticipation et de réaction face aux risques IT et cyber. Donc, Teddy animera les différentes slides. J'interviendrai également en qualité de modérateur pour lui poser certaines questions, et vous pourrez également nous poser des questions ou alors nous faire parvenir des questions par la suite. Notre webinaire est sponsorisé par 3 grands sponsors. Le groupe AFGS Formation, bien connu pour la qualité de ses formations auprès des banques et assurances. Rectalens, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils finance, risque, audit et conformité pour le monde financier. Et Montagne Advisory, qui vous accompagne sur toutes les problématiques réglementaires en lien avec le monde de la banque et de l'assurance. Voilà. Teddy, je te propose de démarrer donc sur le point 1, qui sont les principales tendances en matière de menaces et de vulnérabilité. Très bien. Tu prends toujours le contrôle. Oui, Hein. je m'occupe de faire défiler les slides. OK. Donc, vous avez 2 types de sociétés dans le monde. Ceux qui ont connu le hacking et ceux qui vont le connaître. Et en matière de menaces et de vulnérabilité, j'ai pris en tout cas les chiffres les plus à jour. Eh bien, la menace principale qu'on craint à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle les rançongiciels. Vous voyez bien que le rançongiciel, on a connu par exemple WannaCry il y a quelques années. Le coût est très important. C'est dévastateur pour les sociétés qui ne sont pas préparées. Ça touche tout secteur, toute taille d'entreprise, et voire, ça ne touche pas uniquement le secteur bancaire, tel que vous le voyez dans le slide, c'est que l'éducation, les gouvernements, très récemment, avec une montée forte dans la partie santé, en Europe, il y a des attaques de plus en plus massives pour les hôpitaux, et il faut se préparer à avoir les contrôles nécessaires, les réflexes pour, en tout cas, faire face à cette menace de cybersécurité. Donc, menace numéro 1, c'est le ransomware. Il y a d'autres types de menaces, comme vous le voyez. Le document est en anglais, mais je le traduis. C'est le phishing, la partie hameçonnage. Le chiffre est important. Et le troisième fléau qu'on découvre, c'est le malware. C'est ce qu'on appelle l'installation des logiciels malveillants dans le système. Tout ça, c'est structuré pour être dans cette partie sécurité du système d'information, pour ne pas dire cybersécurité. On peut passer au slide. Et tu as une question: comment évoluent ces différents risques? Est-ce que quelque part on arrive, maintenant on a les moyens de les maîtriser? Comment on arrive à ces différents risques? C'est-à-dire que les acteurs cybercriminels ont aussi évolué. Ce n'est plus le petit jeune individu qui va manipuler les programmes, qui va essayer de challenger les différentes organisations. Maintenant, on a des nouveaux attaquants. Ce sont des gens qui ont des convictions politiques. C'est des pays. Nous arrivons à ce qu'on appelle le Advanced Persistent Threat. Ils ont une motivation de déstabiliser un gouvernement entier, et ils ne sont pas seulement motivés par l'argent. Et leur technicité est beaucoup plus forte. Donc, l'entreprise doit aussi s'adapter pour ça. D'accord. Donc, le changement, il est vraiment au niveau de... Il y a plus de...
par rapport à avant. Et les le secteur. Ok, on t'entend pas très bien. On Ah, c'est m'entend mieux. pas très bien. Si, c'est parfait. Ok. J'ai entendu un bruit de fond, mais ça vient pas de chez moi. C'est parfait, c'est réglé. Et je voulais avoir un slide supplémentaire sur les risques IT et cyber, mais spécifiques dans le domaine bancaire. Le métier de la banque a aussi évolué. Nous ne sommes plus dans une banque traditionnelle. On est dans les mobile banking, les paiements digitaux, et donc il y a beaucoup plus d'interconnexion par rapport à avant. Je reviens à ta première question. Qu'est-ce qui évolue aussi? Ça évolue aussi dans le sens où nous sommes dans ce qu'on appelle un monde VUCA, vulnérable, incertain, complexe et ambigu. C'est-à-dire qu'on n'appréhende plus un monde très figé, on arrive à quelque chose qu'on n'a pas imaginé. Et non seulement nous sommes dans ce contexte, mais la chaîne de valeur même des banques ont beaucoup changé, surtout en matière de risque IT et de cybersécurité, puisque on est dans une entreprise étendue, on travaille avec plusieurs partenaires externes et la maîtrise de ces partenaires externes font partie de la maîtrise de risque cyber. Ça fait même peut être même le numéro un de la prestation des services essentiels externalisés. Et donc cette menace cyber, si on regarde, par exemple, les plans d'audit dans les 10 dernières années, ben, ils prennent la place de numéro un ou numéro 2 dans la structure qu'il faut voir. Et c'est un vrai challenge pour les banques, puisqu'il faut mettre en place le support, il faut réduire le coût de la sécurité, trouver les bonnes ressources, qui est assez difficile. Pour ça, la retention des employés est un facteur clé de succès. Et on est en face d'une pénurie des compétences parce que finalement, les menaces sont nouvelles, donc il faut aussi des nouvelles techniques, des nouvelles personnes capables de le faire. Deuxième point dans ces risques cyber, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de résister après avoir subi une attaque. Donc, ça fait partie des nouveaux dispositifs. Les réglementations ont évolué dans ces sens. On est en face de nouvelles réglementations comme le DORA sur la résistance, le NIS 2, et selon les questions, je peux en tout cas approfondir toutes ces parties-là. Le but de ce webinaire, c'est de vulgariser cette méthodologie de passage de système informatique vers la méthodologie de risque pour aller vers la compréhension et le contrôle à mettre en place sur le système informatique et les risques associés. Alors, le coût maintenant, je dirais, de la cybercriminalité, pardon. Eh bien, c'est fait exprès pour faire peur, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que vous voyez, en Amérique, le coût est est le plus élevé, et puis on voit dans un autre pays une croissance de plus en plus importante sur le coût de la cybercriminalité. Prenez un exemple des deux premières économies dans le monde. La première économie reste et un pays qui est la puissance, je dirais, économique du monde. Donc, ça coûte très cher. On arrive à 9 000 milliards de coûts de cybercrime par an. Et par la suite, même par seconde, si on compte, ben, le coût en tout cas, des attaques cybercriminelles est de plus en plus lourd à prendre en compte pour un pays, pour une entreprise. Et donc, il y a un travail de concert à la fois au niveau national et au niveau international, mais aussi au niveau de l'entreprise. Donc, c'est un échange d'un écosystème qu'il faut prendre en compte. Et donc, j'ai indiqué avec des bulles les différentes, en tout cas, les coûts les plus importants. Mais le message qu'il faut retenir, c'est que
ça va en grandissant et finalement, on peut pas y échapper. Donc, il faut se préparer et travailler de concert avec les différentes entreprises et voir au niveau de l'État. D'accord, ok. Il y a beaucoup de risques IT et risques cyber, mais je peux le résumer avec quelques exemples. On parle de le premier risque qu'on identifie, c'est je perds mes données critiques. On ouvre le journal le matin, il n'y a pas un seul journal télévisé ou autre qui ne va pas nous indiquer finalement telle ou telle société ont perdu des données critiques et ont été volées. Et tout ça, ça fait pour une entreprise, on peut perdre par exemple des secrets professionnels, des informations de clients, et ça amène à une confiance qui est tarie par la suite. Donc, c'est important. Le client, il peut perdre on peut perdre des clients, on peut perdre des affaires qui peuvent être interrompues, parce que tout ça, ça devient contractuel. Si on parle de l'IT, à la différence du cyber, l'IT ne se limite pas seulement à la partie digitale, d'où le dommage matériel est important. Je perds une infrastructure, je perds même la perte d'électricité de maintenant est devenue un risque qui peut être indirectement rattaché au cyber. Donc l'actualité, on peut plus livrer un produit, on peut plus livrer un service si on n'a plus un data center, si on n'a plus une infrastructure, si on n'a plus les parties cloud qui fonctionnent autour. Et globalement, Telly, quel est le niveau de protection de la place financière par rapport à ces grands risques IT et cyber? Le niveau de protection, elle est plutôt à géométrie variable. Mais contrairement aux autres industries, la banque et le service financier est beaucoup plus robuste que les autres industries. Ils reçoivent beaucoup plus d'attaques, mais ils sont beaucoup plus préparés pour le faire. Et par la suite, c'est quelque chose qui est en continu, en fait. C'est pas quelque chose que je fais en une fois. Il faut que j'ai un maintien de conditions opérationnelles de sécurité de bout en bout jusqu'à toute l'année, 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, parce que le cybercriminel, il ne se repose pas. Sur certains points, dans la partie vue par exemple par la France, la BE, l'autorité bancaire européenne, positionne 5 ou 6 grandes taxes par rapport à ce qu'il faut faire. La gouvernance du SI, la gestion des changements et des incidents, l'identification du risque, le suivi des recommandations. Et on a remarqué que dans la partie gouvernance du SI, même au niveau de la banque, il y a une certaine faiblesse encore à prendre. Donc, cette partie-là qui coordonne et qui donne les grandes décisions d'investissement et qui fait que tout doit être dans le respect de l'alignement stratégique et de la réglementation. Si ce n'est pas fait correctement, il y a quand même une vulnérabilité par rapport à la cybersécurité. Donc, il faut toucher en fait des points particuliers pour pouvoir répondre quel est le niveau de maturité par rapport à tout ça. Et, oui. Et donc, si on fait une modélisation des acteurs de la cybercriminalité, si je vais dans le côté, dans me dit employés, concurrents, activistes, État et fraudeurs, c'est à ce niveau-là que tout a beaucoup changé. Au départ, le fraudeur ou le cybercriminel, c'est vraiment une typologie de profil de jeunes. Maintenant, ça peut être des États, ça peut être des personnes qui ont des convictions très fortes de protection de l'environnement, puis ils attaquent une banque ou une entreprise. Ça peut être des concurrents et les profils des cybercriminels ont évolué et la réglementation et les normes se sont adaptées
aussi faire face à ces nouveaux criminels. Et bien entendu, les types de cyberattaques, je peux ajouter de la nouveauté par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a ce qu'on appelle le DDoS. Ça arrive souvent, ça s'appelle un déni de service. On pirate on exfiltre les données, on transforme le site de l'entreprise, on installe des logiciels malveillants et la motivation, elle n'est pas seulement financière. Ça peut être de l'espionnage, ça peut être de la déstabilisation, seulement une volonté intentionnelle de dégrader des réputations. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, et c'est ça qui a changé, qui a évolué. Et lorsqu'on parle de rançongiciel, de quoi parle-t-on exactement? On parle d'une attaque où le cybercriminel arrive à s'introduire dans votre système et il va donc chiffrer les données et il va demander une rançon. Et ce rançon-là, en général, c'est payé par la crypto-monnaie. Et si vous ne payez pas les rançons, eh bien, vous n'accédez plus aux données. Et donc, ça c'est arrivé, par exemple, en été, c'est dans l'information que je communique et sont des informations publiques. Hein. Dans ce webinaire, il y aura rien de confidentiel. Et le CCR, par exemple, la réassurance en France, ils ont reçu en tout cas une attaque type rançongiciel. Pendant 2-3 semaines, ils n'arrivent pas à démarrer les systèmes, à ne pas travailler, et ça peut aller jusqu'à une pénalité de notre régulateur. Parce que la notion de la maîtrise de la le risque cyber est devenu quelque chose qui est exigé dans les contrats et dans les dispositifs réglementaires que nous avons. D'accord, ok. Avec évidemment des contrôles. Avec évidemment des contrôles et des sanctions si ce n'est pas fait correctement. Alors, nous passons maintenant au point 2. Donc le point 2 est vraiment lié, enfin, l'idée de faire le lien entre le risque informatique et la sécurité du système d'information. Tout à fait. Ce que nous venons de montrer tout à l'heure, c'est uniquement une introduction pour dire voici ce qui nous fait peur, voici les risques qui arrivent dans le contexte général des systèmes financiers et des banques. Maintenant, on rentre dans la partie un peu conceptuelle pour comprendre. Cette partie-là, c'est vraiment de vulgariser que le système d'information n'est pas seulement le système informatique. Le système informatique englobe à la fois le domaine de l'organisation, à la fois la partie physique, nos données papier, nos intellectuels, mais en plus, à l'intérieur de ce système d'information, nous avons le système informatique qui est composé des réseaux, infrastructures et applications. Et le reste, la sécurité du système d'information, eh bien, il vise à assurer la sécurité de tous ces actifs. Après, c'est comment on le fait. Et donc, ça, c'est un point où tout le monde peut ne pas l'avoir, c'est-à-dire quand on parle de sécurité du système d'information, on passe tout de suite informatique pure. Ce n'est pas le cas. Pour cette partie-là, nous sommes dans la partie cyber digitale. Tu pourrais nous donner quelques exemples pour illustrer cette slide? Eh bien, l'installation, c'est le site, on peut prendre une banque, il s'appelle une banque fictive. Le site, c'est le data center de cette banque fictive, mais il faut le protéger puisque le système est à l'intérieur. Le réseau, c'est donc la partie technique pour la communication. L'infrastructure, il est sur le cloud. L'application, c'est le core banking system. Et l'organisation, c'est la DSI et l'équipe cyberdéfense qui travaillent 365 jours sur 365. Tout ça est en support du business qui sont les actifs fondamentaux et il faut donc protéger tout cet ensemble d'actifs et c'est ça qu'on appelle sécurité du système d'information. Il faut donc arriver à circonscrire quels sont les périmètres de votre activité dans la partie logique, hein,
et dans la partie physique, parce que c'est ça qui rentre dans le périmètre à protéger. Et donc, chaque entreprise aura en tout cas un périmètre, un univers de sécurité du système d'information différent, puisque leur organisation elle est différente, l'objectif est différent, et donc il faut l'adapter à ce niveau, à ce contexte-là. Mais il y a un cadre général. D'accord, ok, c'était Et très le clair. cadre général qui est indiqué là, j'ai pris la source de ISO 27005. Donc, il y a les normes internationales indiquent voici ce qui est attendu. Et voici ce que vous devez regarder en commençant avec les inventaires des actifs pour commencer la sécurité du système d'information. Ok. Alors, en focus maintenant sur la dimension, le risque informatique selon la CPR. Ouais. Oui, mais il faut se poser la question, finalement, c'est quoi le risque informatique? On a tous chacun une définition, mais je préfère me rapprocher de la définition qui est faite par le régulateur. Et donc, le risque informatique, on peut le catégoriser de trois parties. C'est une organisation inadéquate. Je n'ai pas le bon DSC, directeur de direction du système d'information, je n'ai pas les bonnes ressources qui est en face, et donc je suis dans une organisation inadéquate. Je n'ai pas les rôles et responsabilités qui sont bien formalisés pour faire face aux menaces cybersécurité, aux menaces ICT. Je suis dans cette organisation. Le défaut de fonctionnement, il est très simple. J'ai une application, j'ai une infrastructure, il génère des bugs, il génère des défauts. Et ce défaut de fonctionnement, ça fait partie de ce qu'on appelle un risque au niveau informatique. Il est supposé ne pas le voir. Et donc, ce défaut-là fait partie du risque. Le troisième point, c'est j'ai la sécurité insuffisante. Et sécurité veut dire, on a vu le périmètre tout à l'heure, mais on peut encore le circonscrire dans un axe de périmétrage par rapport à une norme. J'ai une bonne gouvernance, j'ai la partie technique qui est en place, j'ai les bons processus de la sécurité des informations. Est-ce que je respecte les normes standards qui est attendues? Et il faut prendre une des normes. Et tout ça peut engendrer une perte pour une entreprise et puis qui peut causer par différents facteurs de risque qu'il faut identifier parce que chaque phase elle est différente. Ok. Cette définition évolue. Est-ce qu'il y a une nouvelle version de la définition? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver en 2023? Est-ce que ça va être étayé? La réglementation française, c'est 3 novembre 2014. Il a été mis à jour 25 janvier 2021 pour prendre en compte, en tout cas, ce risque informatique, ce travail de la CPR. En tout cas, il a été pris en compte par les arrêtés pour bien définir les attendus de ce qu'on appelle un risque informatique et la responsabilité qui est. Il peut peut-être évoluer avec des événements qu'on n'aurait pas imaginé encore, mais il a été mis à jour 2 fois cette analyse et ça semble être la définition qui est la plus mûre pour l'instant. Et les normes ont été tous mises à jour cette année. L'ISO 27000, l'ISO 31, l'ISO 27001, qui est la norme de la sécurité de système d'information, ça vient de changer en 2022. Et on trouve bien cette grande famille d'organisations inadéquates, défauts de fonctionnement et sécurité insuffisante. Je pense que c'est pas mal. Très clair. OK. Dans tout ça, dans chaque analyse, une fois qu'on a fait l'inventaire de vos applications, de vos infrastructures, de tous les actifs de l'entreprise, il faut les positionner avec un critère qui est le concept pour analyser la sécurité des systèmes d'information. Ce concept-là, c'est le DICT. DICT veut dire disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. Et des fois, on l'appelle DICP. P comme preuve. Mais le régulateur, il a une attente particulière
très différentes par rapport à tout ça. Par exemple, s'il s'agit d'un petit phishing sur le poste client, ben le risque, le régulateur trouve que ce n'est pas le risque le plus critique qu'il attend. S'il s'agit d'une attaque DDoS ou un d'effacement, c'est-à-dire le déni de service, eh bien, le risque commence à être un risque important pour le vu de la banque centrale et du régulateur. S'il s'agit d'un vol massif de données, là, on rentre dans quelque chose de très important. On est dans la confidentialité. L'environnement, il est en interne des établissements. Et donc, la responsabilité, il est beaucoup plus reporté en tout cas, aux assujettis. Et s'il s'agit de l'intégrité, on peut aller jusqu'au virement frauduleux. On va témoigner, par exemple, il y a quelques années, le cas de la Banque centrale du Bangladesh, où il y avait un problème d'intégrité. Ils ont réussi à faire une demande de presque 800 millions d'euros aux États-Unis. 81 millions d'euros sont passés et donc le risque est très grave. Et la crainte de la banque, c'est que si on arrive à ce niveau d'intégrité, la confiance en tout cas des citoyens peuvent être mise en danger. Donc, c'est vraiment un risque systémique pour le système financier. Donc, ils sont beaucoup plus regardants à ce niveau de l'intégrité. D'où cette partie slide qui introduit le concept, en même temps, la du régulateur à ce niveau. Et quelles compétences faut-il finalement avoir voilà, pour lutter contre le risque informatique, tout ce qui est risque cyber? Est-ce que n'importe quel auditeur, n'importe quel risque manager pourra développer la méthodologie adéquate? Je pense que la première compétence qu'il faut avoir pour un auditeur IT, ou pour ne pas dire auditeur du système d'information, et auditeur de la sécurité du système d'information, la première compétence, c'est la compréhension de la méthodologie de risque. La deuxième compétence, c'est vraiment de comprendre, parce que nous sommes dans le secteur bancaire, le premier référentiel, c'est la réglementation. Et à partir de là, il faut être capable de prendre un référentiel, par exemple l'ISO 27001, et de l'adapter aux exigences réglementaires pour pouvoir répondre. Ça exige à la fois une compétence vraiment de méthodologie d'audit standard, mais il faut ajouter en plus une compréhension de ce qu'on appelle le GRC, la gouvernance, le risque et le contrôle. On n'a pas besoin, à ce niveau de la compréhension du risque IT, d'être un développeur ou avoir une compétence très technique. Vraiment, c'est la finalité de la compréhension du business de l'entreprise, de la compréhension des enjeux, la compréhension stratégique, où vont les données, pourquoi c'est sensible, c'est quoi l'impact, comment je communique avec le management, comment je peux pointer du doigt qu'il y a un point faible et ce point faible-là doit toujours être en écart par rapport aux exigences réglementaires, mais en suivant les bonnes pratiques et les normes. Et c'est ça l'appropriation, l'effort qu'un auditeur généraliste doit avoir pour arriver à un stade de compréhension. Et vraiment, c'est par expérience aussi qu'en le faisant. Et ce que je pense, c'est que si tu parles de compétences, Oui. il ne faut pas parler de compétences individuelles. Dans une logique de mission d'audit ou de contrôle interne, c'est un travail d'équipe. Il est impossible d'avoir une compétence sécurité du système d'information sur toutes les panoplies que je viens de citer tout à l'heure, parce qu'il faut être capable de faire de l'analyse de vulnérabilité, faire des tests d'intrusion, être capable d'analyser le risque, réagir aux incidents, communiquer au management. C'est toute une équipe qui doit avoir ces compétences et c'est donc collectivement qu'on répond à cette question. Ok, bah écoute, c'était très clair en tout cas sur cette partie compétences et équipe également. Il y a un rectangle noir a priori en bas, est-ce qu'on peut l'enlever? On lève pas. C'est bon? Oui, il est à gauche. On peut continuer. Parfait, regarde, on va faire comme ça. Hop, voilà. Ah, il a disparu. Bon, c'est parfait. C'est la question de M. Mayotte. Parfait.
Et donc, le système bancaire financier est de plus en plus élevé. Le risque de réputation, c'est le plus grave. Bon. Si jamais il y a quelque chose, est-ce que c'est grave d'être pas vulnérable? Une fois que c'est attaqué, c'est vraiment la risque. OK. Alors, nous passons maintenant à la partie 3, donc tout ce qui est identification, qualification et maîtrise des risques IT et cyber. Dans cette partie-là, c'est la partie opérationnelle, c'est-à-dire comment on fait. Donc, comment on fait une équipe d'experts avec l'équipe métier, ils vont se mettre autour d'une table et ils vont approcher le risque de façon. On va prendre les risques. Il y a quelqu'un qui nous et on entend beaucoup de bruit derrière. Est-ce qu'il peut le couper, s'il vous plaît? Parce que ça ne vient pas de moi, en fait. J'ai perdu les slides. Allô? Allô? Ah, OK. Et je peux reprendre? Oui, oui, tout à fait. OK. Et donc, le concept d'identification, si on peut les faire apparaître tous. Et donc, on se met autour d'une table avec une équipe d'experts, l'équipe du risk management, l'équipe métier. On imagine de deux façons. Soit on commence par une compréhension globale des menaces, on identifie des possibilités d'événements, on regarde le contrôle interne qui a été mis en place, on a les différentes vulnérabilités, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas mis en place, et à partir de là, on va identifier une liste de possibles risques qu'on va avoir et qu'on va traiter. C'est ça donc dans la vraie vie. Ou bien il y a une deuxième façon de le faire, je prends ce qu'on appelle les bases incidents, et à partir des bases incidents, ben, j'aurai toute une catégorie des risques. Après, je vais l'appliquer avec mon DICT, c'est-à-dire par rapport à cet événement de risque identifié, est-ce que j'ai des problématiques d'intégrité, de confidentialité, de traçabilité, de disponibilité beaucoup plus fortes. Et une fois que j'ai fait tout ça, ben, je le mets dans ce qu'on appelle une cartographie des risques. Et tu peux montrer le slide suivant pour voir le résultat qui est attendu. Donc, à partir de là, on pourrait avoir, par exemple, un risque sur le plan de continuité d'activité, le suivi des recommandations, le suivi lié à la sécurité du IT, les risques liés à la gouvernance, les risques de la qualité de données et la gestion du changement, et les risques liés à la sous-traitance. Les 6 risques que j'ai identifiés là-dessus, ce sont les 6 risques, en tout cas les points que l'autorité bancaire européenne et la BCE regardent de ce qu'on appelle le SREP IT, qui est la façon dont il va auditer les assujettis par la suite. Donc, on attend à avoir un inventaire des différents risques et on va prendre les risques principaux en le catégorisant. Et cette analyse-là, je ne l'ai pas détaillé pour le webinaire, mais on utilise le DICT pour le positionner, que c'est plutôt probable, pas probable, très risqué, très grave par rapport à tout ça. Et de fait, cette cartographie des risques avec des risques accrus et puis surtout qui sont, entre guillemets, avec une rotation des risques, avec une vitesse des risques, elle doit être mise à jour à quelle périodicité? Ah, le risque est mis à jour, en tout cas une cartographie des risques est au minimum mis à jour par an. Mais Oui, par contre, je prends note par ta petite remarque qui me semble importante. C'est-à-dire que le modèle de risque actuel, il est sur une probabilité et impact. L'évolution de Bâle 3 demande une prise en compte d'une autre dimension qui est ce risque accru, qu'on ne voit pas là. Et donc, en fonction de cette tendance de risque accru, eh bien, on doit mettre à jour la cartographie. Et c'est
ta remarque est dans la réponse, en fait. Parce que la mise à jour des grands environnements, une tendance, c'est par rapport à tout ça. Parce qu'une fois qu'on a cette cartographie-là, on utilise ce qu'on appelle un registre de risque. Et dans la façon dont on suit le modèle de registre de risque, finalement, on va retrouver de nouveaux risques qui ne sont pas maîtrisés et on va donc mettre à jour la cartographie. Ok. Et donc, par exemple, concrètement, la mise à jour de la cartographie des risques IT dans les grandes structures et dans le monde financier, quelle est la périodicité de mise à jour? La périodicité de mise à jour dépend des grands changements dans l'organisation. C'est-à-dire que s'il y a un grand changement dans le système, je mets à jour ma cartographie de risque. Si je vais par rapport à l'objectif de la société, j'ai une nouvelle conquête de services que je dois mettre en place, je mets à jour ma cartographie de risque. Une banque qui est très rare décide en tout cas d'adopter de l'infrastructure type cloud. Je mets à jour la cartographie du risque IT. Au fait, l'évolution et les changements organisationnels et infrastructures au sein de l'organisation doivent amener systématiquement à la mise à jour des risques. Les bas incidents qui arrivent, qu'on n'a pas encore identifiés, doivent alimenter la cartographie des risques. Les différents types d'audits qui ont été réalisés, ils vont identifier d'autres risques. On met à jour la cartographie des risques. En fait, il y a beaucoup de parties prenantes qui peuvent alimenter la cartographie des risques et c'est quelque chose qui doit être en dynamique puisque le risque il est changeant. Donc, on ne peut pas donner une date que ce soit tous les ans, mais la cartographie doit être mise à jour régulièrement en fonction de tous ces événements internes et externes. D'accord, ok. Et je me permets juste de revenir en arrière sur un point qui sont tout ce qui est menaces et sources. Alors effectivement, il y a tout ce qui est base des incidents. Il y a l'analyse des risques a priori et a posteriori avec la base d'incidents. Mais comment fait-on pour être au fait de l'ensemble des risques? Est-ce que par exemple, il faut être en veille réglementaire? Est-ce qu'il faut avoir une veille en termes d'actualité? Voilà, comment peut-on être sûr d'avoir l'exhaustivité? Il y a donc deux choses. Hein. Moi, je suis très référentiel. Dans les référentiels, en général, on a tout un inventaire des risques. Et on prend cet inventaire de risques qui est plutôt trop vaste et on regarde si dans l'entreprise, il est pertinent ou pas pertinent. Ça nous permet déjà d'avoir en tout cas un point de comparaison par rapport à tout ça. Le deuxième point, bien entendu, c'est même dans les normes, l'équipe cybersécurité, mais il doit être en veille. Il travaille en groupe avec l'État, avec d'autres entreprises, avec d'autres structures. On va suivre les évolutions des différentes vulnérabilités. À partir de là, on va trouver de nouveaux risques. Et c'est là, notre base source, c'est vraiment la base des différentes ça s'appelle les CVE, là, les Common Vulnerability Exposure. À partir de là, on a des nouveaux risques dans l'infrastructure, les différentes études qui sont faites sur le marché, mais les référentiels sont assez robustes pour avoir une bonne exhaustivité une liste assez longue des différentes en tout cas des menaces ou des sources qui pourraient arriver pour une banque, en tout cas. D'accord, ok. Donc les référentiels et le fait d'être en veille, notamment de faire partie de certains comités ou de places ou associations. En plus de la base incident interne. D'accord, en plus de la base d'incident interne. C'est très clair. Alors maintenant, nous abordons le dernier point de notre webinaire, c'est toute la partie clé d'anticipation et de réaction face au risque IT et cyber. Ok. Première réponse par rapport à tout ça, il y a la maîtrise des référentiels. Dans la maîtrise des référentiels, c'est là la difficulté d'un contrôle interne ou un auditeur de système d'information. Il faut qu'il s'approprie les différents référentiels et chaque référentiel a son avantage et son inconvénient.
Bon, je suis dans le métier, donc je connais une bonne trentaine de référentiels et tout ce que j'ai listé, je les ai au moins vus. Et donc, les standards, ce sont le COBIT pour les auditeurs, utile pour bien comprendre l'informatique, et ISO 27001, c'est vraiment pour la partie sécurité du système d'information. La CPR, par exemple, utilise d'autres référentiels pour faire les questionnaires de gouvernance du SI qui s'appellent NIST. Donc, c'est pour ça que j'ai listé les plus importants. Si on n'a pas ces référentiels, on fait comment? Si on n'a pas ces référentiels, ben, il y a des guides de bonne pratique. Il y a les guides de bonne pratique de l'AFAI, l'Association française de l'audit informatique, qui est représentée par l'ISACA, le guide de système d'information d'audit par l'IA, il y a le 620. Donc, on peut trouver des guides de bonne pratique qui permettent de répondre même à la question tout à l'heure, où sont les risques, comment je peux traiter tout ça ensemble. Si on n'a pas encore tout ça, il y a des risques nouveaux qu'on n'a jamais traités, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets. Eh bien, il y a des livres blancs qui traitent les différents sujets. Ou bien, la première chose qu'il faut faire, c'est de construire son propre référentiel, soit de s'inspirer sur, soit de s'inspirer des référentiels existants, soit de construire avec l'expérience. Donc, il y a toute une possibilité de le faire, mais il faut avoir un référentiel de contrôle interne qui traite le risque IT et le contrôle IT dans l'entreprise. C'est la base. Donc, D'accord. Et si je reprends, on fait un inventaire des actifs, on fait une identification des risques, ça y est, on a la liste, on a une cartographie, on a le registre des risques qui va indiquer finalement où sont les tendances, on met à jour de niveau les différents risques, mais on met en place un contrôle interne avec un référentiel interne de contrôle interne. C'est la première base. Et si on fait un focus sur le monde financier, est-ce qu'il y a un référentiel qui est plus utilisé que les autres? Dans le monde financier, on utilise beaucoup plus ISO 27001 et le NIST. Les Américains utilisent beaucoup le NIST. En France, on utilise beaucoup le ISO 27001. Les sociétés, les banques préfèrent avoir la certification ISO 27001 pour avoir une garantie qu'ils ont la maîtrise de la sécurité de l'information. On demande des fois des audits indépendants à l'extérieur et on a ce qu'on appelle des rapports SOC qui donnent le niveau de maturité de la sécurité du système d'information dans l'entreprise. C'est communicable avec les clients extérieurs et tout ça montre aussi que l'organisation est en place. Derrière ce référentiel, bien entendu, on doit avoir une organisation en place, une organisation qui travaille avec les bonnes 3 lignes de défense. C'est-à-dire, la première ligne de défense opérationnelle, ils respectent dans le contrôle interne identifié. Deuxième ligne de défense, je vais en parler tout à l'heure de la partie RSSI, mais il y a toute une organisation qu'il faut construire par la suite. Et puis, il faut quand même un contrôle périodique qui fait que tout ça peut être vérifié aussi avec des points particuliers dans le temps. D'accord. C'est très clair sur cette partie référentielle et organisation. C'est ce que j'ai anticipé ma question. Il faut donc positionner pour répondre pour faire face au risque IT, une équipe prête à réagir, mais sur les 3e lignes de défense. Dans la première ligne de défense, ben, j'ai une auto-évaluation qui est en place avec des tests fonctionnels, etc. sur la partie IT. Dans la 2e ligne de défense, bon, on a vu tout à l'heure, il y a une équipe direction du risque, il y a une équipe qui va évaluer les différents impacts des risques émergents dans l'organisation. On va positionner le RSSI qui est dans cette partie-là, et puis il y a la partie contrôle interne. Il faut que les 3 parties qu'on appelle assurance intégrée travaillent main dans la main
Et le dénominateur commun de cette équipe-là, c'est la cartographie des risques. C'est pour ça qu'on l'a présenté au début, pour avoir un fil conducteur du travail de ces trois structures, si je peux dire un peu dans le... D'accord. Oui, c'est très clair. OK. On peut, Non. dans cette partie-là, on a pour réagir avec des attaques, être préparé, nous utilisons le mot OPTT. Organisation, personne, processus et technologie. Et vous avez un modèle qui est fait par l'ENISA. L'ENISA, donc, c'est l'organisme européen de système de la sécurité du système d'information, qui vous donne les positionnements stratégiques, les positionnements tactiques, opérationnels. Et en regardant ces schémas, donc après notre webinaire, vous pouvez tout de suite savoir que finalement, il nous manque telle et telle structure. On peut tout de suite visuellement voir qu'il faut pas seulement un axe opérationnel, il faut être en défense en profondeur. Il faut que toute la base jusqu'à la partie stratégique fonctionne ensemble. On peut réagir tactiquement, on peut avoir tous les outils techniques pour réagir à un anti-spam pour le phishing, avec anti-DDoS, etc., avec les différentes réponses techniques, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une réponse organisationnelle, il y a une réponse opérationnelle, il y a un travail d'experts groupes qu'il faut faire avec une communauté. Finalement, c'est un résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure dans les questions que tu as posées. OK. Et bien entendu, je fais honneur à notre régulateur en France pour organiser l'ESI dans le système de sécurité du système d'information. Il faut mettre en place ce qu'on appelle hygiène de la sécurité du système d'information. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut organiser avec de la stratégie, avec un budget, avec une définition des rôles et des responsabilités, avec la maîtrise de l'externalisation, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la banque dépend beaucoup dans la partie IT, sécurité de systèmes d'information, des partenaires externes, cette maîtrise-là. Et puis, le point crucial, dans tout ça, le but, c'est de respecter les lois et la réglementation. Et donc, il y a toute une structure, quelque chose qui est prêt à être utilisé par les entreprises, proposé à la fois par l'ANSSI et par les régulateurs, comment on fait pour atteindre le niveau de maturité pour faire face au risque cyber. S'il y a une attaque, par exemple, comment on fait? OK, parfait. Eh bien, le RSSI est devenu incontournable. Son positionnement, son profil, c'est devenu un mouton à cinq pattes. Non seulement il travaille avec la gouvernance. Tu peux expliquer peut-être le RSSI, quel est son rôle en fait? Le RSSI, c'est lui qui doit être garant de le respect de la politique de la sécurité du système d'information dans l'entreprise. Il est au niveau en principe, il doit être au niveau du comité de direction. Donc, il garantit qu'on a mis en place ce qu'on vient de décliner par la suite, cet aspect stratégique, cette vision stratégique, la coordination de ces différents acteurs qu'on a en interne et qu'on a la capacité de réagir. Et toute cette analyse de risque, c'est lui qui est le garant pour le faire. Donc, c'est un rôle très important. C'est un rôle qui évolue. C'est un rôle qui est incontournable. Son positionnement, il est différent d'une entreprise à une autre, mais la tendance dans les secteurs, en tout cas financiers, elle est prouvée que c'est devenu incontournable. Et il est rare. Sa fonction est clairement définie au travers des référentiels, par contre. Pardon? Sa fonction est clairement définie au travers des référentiels. Oui, sa fonction est définie aussi bien dans la réglementation que dans le ISO 27001, par exemple. Il y a bien une rubrique qui indique qu'est-ce qu'on attend du RSSI, est-ce qu'il doit communiquer à l'extérieur, à quel niveau hiérarchique il doit avoir. Il y a une attente à ce niveau-là. Parfait, très clair.
Eh bien, la troisième ligne de défense des rapports, il détaille les failles et le type de rapport j'ai essayé de le mettre schématiquement, c'est-à-dire qu'on va regarder tous ces ensembles, la gestion des accès, la demande des administrateurs, l'accès physique, la façon dont on gère les données, les sensibilisations des employés par rapport à la sécurité, le positionnement les positions du travail, comment on regarde la structure de développement informatique, la sécurité du réseau, l'équipe qui font du monitoring, c'est-à-dire qui pilote les écrans, les tendances et les attaques dans le système et qui s'assure que tout le maintien de conditions ce jour-là. L'équipe qui va analyser avec de la prévention l'analyse des vulnérabilités. Ça fait partie des thématiques qui sont embarquées à l'outil. Et puis à votre droite, avec le petit radar qui est là, on peut regarder d'année en année l'évolution d'une entreprise quand on a fait l'audit en utilisant le référentiel ISO 27001. La première fois, donc finalement, ils étaient très loin du dispositif. Au fur et à mesure, ils sont arrivés à une certaine maturité. Et bien entendu, on est beaucoup plus prêt et beaucoup plus résilient par rapport à une attaque quand on se prépare et avec ce type de contrôle. Ok, non, mais c'est très clair sur l'architecture entre les trois lignes de défense, les référentiels et process. Alors, nous avons maintenant terminé la partie entre guillemets information quant à ce webinaire. Il nous reste 5 petites minutes pour poser des questions. Est-ce que vous pouvez les poser au travers du chat? Moi, je vais également vous communiquer mon adresse mail pour que vous puissiez me faire parvenir les questions que je transmettrai également par la suite à Teddy. Je suis à vous. Alors effectivement, vous recevrez demain la présentation, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce dont nous venons d'échanger? Des questions, des illustrations? Alors, il y a une question que je vois. Quel budget, je lis, hein, quel budget prévoir pour une banque en moyenne? Mais c'est le budget, il est à calculer. Ce sont des budgets comment dirais-je, d'investissement matériel pour les protections. C'est des budgets en recrutement pour le faire. C'est des budgets pour avoir des rapports type SOC, pour avoir des rapports indépendants. Eh bien, il faut voir l'objectif de l'entreprise. Il y a pas le budget, il n'est pas comment dirais-je, il n'est pas fixe en soi. Par contre, c'est de plus en plus important dans les dans les grandes analyses. On pourrait peut-être trouver plus tard. Il n'y a pas un budget en moyenne dans une banque. En tout cas, c'est de plus en plus lourd. Ne pas investir est beaucoup plus cher qu'investir sur la partie sécurité. Si je donne un chiffre, c'est trop aléatoire. Ouais. Ok. Merci Teddy, c'était très clair. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Est-ce qu'il y a, vous anticipez un impact fort lié à la DORA ou est-ce qu'un avantage d'approfondissement de la réglementation existante? Je pense que oui. Il faut anticiper un impact fort de la DORA.
parce que finalement, on se rend compte que quand il y a une attaque type ranch logiciel, la résilience de l'entreprise, elle est beaucoup plus impactée. Et après, ça donne une mauvaise réputation à tout le système. Et donc, sur NIS 2, donc NIS 2 et la DORA, il y a une attente beaucoup plus forte et il faut se préparer. Et je vois plein de banques qui se sont déjà préparées pour ces deux niveaux-là. Parce que, pour résumer, une banque peut être considérée comme ce qu'on appelle un opérateur d'intérêt vitaux et ils vont l'étendre sur d'autres petites structures avec les opérateurs de services essentiels et la résilience, elle est beaucoup plus importante. On va même exiger d'avoir ce qu'on appelle de la cyberassurance qui est devenue obligatoire et qui est une exigence qui est dans l'exigence CLAB. Quel est le positionnement du RSSI dans l'organisation aujourd'hui? En général, d'après ce que je suis dans une banque à l'heure actuelle en mission, et le positionnement, il n'est pas rattaché directement à la direction générale, il est rattaché au Chief Risk Officer, à la direction du risque, ou bien à la direction de la conformité. Mais il n'est plus rattaché à la direction du système d'information, qui est une bonne nouvelle. C'est la tendance actuelle. Moi, je dois finir parce que je dois partir. Bon, Teddy, écoute, merci beaucoup pour l'intervention, c'était très clair et très qualitatif. J'ai envoyé via le chat mon adresse mail. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et je les transmettrai à Teddy. Je vous ferai également parvenir ce vendredi ou ce lundi la présentation et vous pourrez eh bien, analyser cette présentation. Merci en tout cas pour votre présence et puis nous vous souhaitons par avance une excellente fin d'année. Merci à tous. À bientôt. Merci à toi, Teddy. Belle soirée. Au revoir.